La crise politique du moment, c'est au tour du président de la République aujourd'hui en Conseil des ministres d'en appeler à la responsabilité des partis à 12 jours du vote de la confiance pour François Bayrou. Il a évoqué le chef de l'État, donc le combat noble de son toujours Premier ministre. Mais aujourd'hui, le coup d'après, ce qui semble inéluctable, selon un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, c'est la dissolution. Je crains que la dissolution, si la confiance n'est pas votée, finisse par devenir inéluctable. J'espère que si elle intervient, et encore une fois je ne suis pas... Si elle intervient, j'espère qu'il y aura une clarification politique. Rien ne peut se faire dans le pays, et je voudrais que tout le monde mesure bien ça. Rien ne peut se faire dans ce pays s'il n'y a pas des propositions claires et une majorité solide pour les mettre en œuvre. Aussi longtemps que cela n'est pas acquis, le pays ne pourra prendre aucune mesure qui lui permette de se redresser. C'est inéluctable, Madame Jeunet, bonsoir. Vous êtes députée, vous êtes dans le camp d'Emmanuel Macron, Ensemble pour la République, vous êtes ancienne ministre. C'est inéluctable après la censure de François Bayrou, le non-vote de la confiance, la dissolution? Moi j'entends surtout depuis 48 heures, il y a 3 mots qui reviennent tout le temps, qui sont dissolution, élection et même démission pour certains d'entre eux. Et pour le moment, il me semble que le sujet, c'est là ce qui arrive à l'automne. Le premier mardi d'octobre, un gouvernement, quel qu'il soit, celui de M. Bayrou ou d'un autre, doit déposer une loi de finances. Faute de quoi, les choses sont assez compliquées pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes en période de rentrée scolaire. Des familles ont besoin que leurs associations ils vont mettre leurs enfants et des financements, que nos écoles aient des financements pour les heures supplémentaires qu'il faut mobiliser pour des pros enseignants. Je donne juste ces exemples-là. Il nous faut une loi de finances, il nous faut un budget pour la France et l'échéance, c'est le 31 décembre. Ça n'est pas une question d'élection, de démission ou de dissolution. C'est une question de budget et d'intérêt du pays. Madame Obono, députée. Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue Jeunet sur le fait que aujourd'hui, ce qui travaille le pays, c'est l'état dans lequel les gens vivent ou essaient de survivre. Et que la question, par exemple, du coût de la vie, de la cherté de la vie, on sort de la période estivale. Combien de gens n'ont pas pu, ne serait-ce que aller en campagne, aller auprès de la mer, ont dû écourter leurs vacances parce que ça coûte trop cher, tout coûte trop cher. Le désaccord que je vais avoir avec ma collègue, c'est que la raison pour laquelle il y a cette crise économique et sociale. La raison pour laquelle il y a cet appel à mobilisation le 10 septembre, avec ces revendications sur le coût de la vie, sur la difficulté à joindre les deux bouts, c'est précisément à cause des choix politiques qui ont été faits au cours de la session parlementaire. Lorsque la première proposition de budget a été réformé par l'Assemblée nationale, qui a réussi à voter un budget que nous avons voté parce qu'on avait réussi à l'amender. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rejeté, ce budget, par 49.3 et le gouvernement est passé en force et a mis en place effectivement une politique qui a rendu la vie encore plus dure aux Français et aux Françaises. Et donc, à un moment donné, c'est effectivement, quel choix politique on fait? Donc là, les Français doivent refaire un choix politique et ça passe par la dissolution. Non, je pense que celui qui doit faire un choix politique, c'est Emmanuel Macron. Vous voulez redonner la parole aux Français, là, aujourd'hui. Nous, vous le savez, nous pensons que, quel que soit le problème, la solution, c'est le peuple et il faut que le peuple prenne la parole. Donc, après le 8 septembre, c'est le 10 septembre et ensuite, vous voulez que le peuple se prononce de nouveau. Oui, mais sur quelle question? Parce qu'on nous a déjà fait le coup, là, j'entendais monsieur Édouard Philippe, il faut de la clarification. C'est pour cette raison qu'il avait dissous l'année dernière, qu'il fallait une clarification, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est assis sur le résultat des urnes. Monsieur Macron. Le problème, en définitive... Non, on ne va pas refaire ce débat-là, vous savez. L'Assemblée nationale, elle est devant tout le monde. Il n'y a pas de majorité. Ce n'est pas la réalité, d'ailleurs. Je vous ai d'ailleurs rappelé que nous avions réussi à avoir un budget majoritaire qui a été balayé par 49.3. Donc, ce n'est pas le problème de l'Assemblée à la rigueur. Nous, on est prêts à aller aux élections s'il faut. Mais la question, c'est quel est le problème aujourd'hui? Et il apparaît de plus en plus clairement que le problème, c'est un homme qui a décidé de s'asseoir il y a un an sur le résultat des urnes, qui continue bien en tête à vouloir mener la même politique. Donc parce que le pré-budget qu'on nous a posé sur la table pendant l'été et qui a suscité les réactions populaires qui ont amené au 10 septembre, c'est la même ligne qu'il veut continuer. Et donc oui, le problème, à un moment donné, une fois que et il faut s'en assurer, le 8 septembre, une majorité vote contre François Bayrou, la question c'est Emmanuel Macron, sa démission ou sa destitution.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, les études d'enquête d'opinion le montrent très bien, et nous avons 3 blocs dans l'opinion publique, et que Les enquêtes d'opinion reconvoquer... montrent que Emmanuel Macron est désavoué, François Bayrou aussi, et que la question de la démission se pose réellement. Nous avons 3 blocs de pensée, 3 blocs de propositions, qui d'ailleurs sont incarnés aujourd'hui dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation tout à fait éclatée et dispersée de nos assemblées. D'autres pays européens l'ont également, et d'autres pays européens savent travailler ensemble et trouver des compromis. Ce qui veut dire, et je parle également pour ma propre famille politique, que nous devons donc être capables de proposer, de discuter, de négocier, y compris par exemple sur le montant de 44 milliards d'efforts que proposait le budget de François Bayrou. Nous avons tout de suite dit que nous n'étions pas d'accord. Le principe de supprimer 2 jours fériés peut se poser, mais pas sans avoir une rémunération supplémentaire. Tout travail mérite salaire. Donc nous pouvons en discuter, mais pour cela, c'est à l'Assemblée de résoudre ces problèmes. Ça n'est pas aux Français d'aller à nouveau, parce que les Français ont leurs convictions qui sont totalement respectables, et le vote doit être respecté. Ils se sont exprimés en 2024 pour une mandature qui a finalement une durée de 5 ans. Nous verrons, mais en tout cas, dans l'immédiat, c'est à nous, parlementaires, de trouver les moyens, les voies et moyens pour apporter un budget à la France, et nous en avons besoin, les Français l'attendent. Et pendant ce temps, les chefs d'entreprise, les responsables économiques, comme vous, Tanguy Simon, vous êtes chef d'entreprise, bonsoir. Bonsoir. Vous regardez ça, et le monde économique déteste l'incertitude politique parce que ça influe sur le climat des affaires. C'est exactement ça. Un chef d'entreprise, il a besoin de se projeter. Et s'il ne connaît pas les règles du jeu, ça va être très très compliqué. Donc, il y a eu des élections. Il faut absolument que les partis s'entendent, qu'il y ait des consensus. Le pire, c'est de ne pas décider. Et aujourd'hui, depuis des mois, on ne décide rien. Quel impact, vous, par exemple, sur votre entreprise au quotidien, ce climat alors ? L'impact, c'est de pouvoir se projeter, c'est de pouvoir recruter. On a aujourd'hui... Vous avez besoin d'avoir une ligne sur la fiscalité, par exemple. On a besoin de savoir ce qui va se passer quand vous faites un investissement sur des voitures, sur du mobilier, sur plein de choses. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, ça va être très très difficile. Donc, on ne va pas investir, ou peu investir, ou être vraiment très précautionneux. Donc, il faut pouvoir investir sur l'avenir et pour être conquérant. Et je pense que la seule solution, c'est de retrouver de la croissance. Et sans les entreprises, ça va être difficile. Si je peux me permettre d'ajouter, les entreprises ont également besoin de pouvoir créer des emplois. Et pour créer des emplois, elles ont besoin d'avoir cette confiance, d'avoir cette visibilité sur la situation politique et économique du pays. Et pour prolonger ce que vous disiez, sans visibilité, évidemment, non seulement il n'y a pas d'investissement, mais il n'y a pas d'embauche. Pourquoi le président de la République et François Bayrou, sur un coin de table à Brégançon, ont décidé d'aller de demander la confiance le 8 septembre ? Aujourd'hui, moi je crois qu'il faut surtout... C'est ça qui crée l'incertitude. La question que nous devons poser, la question qui est posée par François Bayrou... Pour un président de la République qui se voulait pro-business. La question qui est posée par François Bayrou est de dire nous avons une situation budgétaire sur laquelle nous devons répondre, nous devons faire un effort collectif, juste et équitablement réparti. On n'était pas obligé de faire le vote de confiance, il fallait aller au budget. Aujourd'hui, il a choisi cette solution, cette approche-là. Nous devons maintenant avancer et trouver ensemble les voies et moyens de s'assurer que et les entreprises et les Français au quotidien puissent avoir un budget. C'est très simplement, sans budget, si les intérêts de la dette augmentent, demain, pour acheter votre logement, les taux d'intérêt seront plus élevés. Ce sont des dizaines de milliers de Français qui ne pourraient pas accéder à leur propriété dans les conditions déjà difficiles du logement aujourd'hui. Oui, mais Amandine Atalaya, le Premier ministre se dit qu'il y a peut-être encore les trous de souris à travers lesquels il est passé tout au long de sa carrière. C'est François Bayrou qui le dit. D'ailleurs, il commence à recevoir les formations politiques à partir de lundi prochain. Oui, pour discuter, pour dialoguer, par les finances publiques, dit-il. Il y a une apparence de discussion et donc il y a finalement, mais tout le monde pense qu'elle arrive tard, cette invitation, ce programme avec une réception des forces politiques lundi, à partir de lundi, en tout cas la semaine prochaine. Mais quand on sait que lundi, c'est le 1er septembre et que le vote de confiance arrive le 8 septembre, vous imaginez bien que pour négocier quoi que ce soit, c'est quand même... très court et trop court, a priori, pensent tous ceux qui sont invités. Alors, par exemple, le Parti socialiste va proposer un contre-budget. Donc, François Bayrou fait semblant de croire ou de nous dire, je ne pense pas qu'il le croit, mais en tout cas de nous dire qu'il va négocier avec les socialistes, qu'il peut faire un effort sur les hauts revenus, mais sans même prendre la peine, à vrai dire, de faire une proposition nouvelle sur ce point, puisque la contribution qu'il propose sur les hauts revenus est toujours la même, à notre connaissance, aujourd'hui, et elle est peu élevée et touche très peu de
de monde. Donc le rééquilibrage qu'il promet n'a pas l'air de se dessiner dans les faits. Le trou de souris n'existe que peu ou pas, et François Bayrou a toutes les chances de tomber le 8, et avec lui tous les projets de loi aussi que ce gouvernement portait, ce qui empêche là encore de se projeter. Emmanuel Macron qui promettait par exemple aussi une hausse de l'armement en France avec des commandes pour les entreprises. Ça non plus, ça n'existe pas si le même budget que l'année précédente est reconduit. Donc ce sont autant de promesses et de projections qui volent en éclats et qui déstabilisent tout le monde. Mais Madame Obono, qu'est-ce que vous dites aux chefs d'entreprise qui sont inquiets de cette déstabilisation, vous qui appelez à la dissolution, éventuellement à la démission d'Emmanuel Macron? Alors, parce que vous rajoutez l'instabilité. Nous appelons à effectivement la démission d'Emmanuel Macron. Déjà, parce que là, c'est pas le CAC 40 qui est face à vous, bien Madame sûr. Obono. Mais je voulais juste rectifier. Nous appelons à la mobilisation la plus large possible le 10 septembre. Nous voterons contre la confiance. Mais là, et après, la grève générale, ça ne va pas arranger les affaires des chefs d'entreprise non plus. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, oui, la situation économique, la crise économique pèse sur les très petites entreprises, les moyennes entreprises, les entreprises en général. Pourquoi appeler à la grève générale au blocage? Mais posons-nous la question de qui est responsable, qui est responsable aujourd'hui de cette grève générale au blocage, c'est vous. Non, mais moi je parle à monsieur et on parlait des entreprises. Qui est responsable de la situation aujourd'hui? Qui prévoit dans le budget aujourd'hui que 90% des soi-disant économies vont peser sur les classes moyennes et les classes populaires? Si je parle de ça, c'est parce que ces classes moyennes et ces classes populaires, c'est elles qui font la consommation populaire. Et la consommation populaire, c'est ça qui fait marcher le carnet de commandes. Et vous pensez que les retraités qui vont subir le gel des revalorisations, les personnes déjà fragiles et précaires à qui on va demander des franchises, toutes celles et ceux qui vont subir, y compris les salariés, qui vont subir une baisse de salaire avec les 2 jours fériés, parce que c'est de ça qu'il s'agit, baisse de salaire. Toutes ces personnes-là, oui, elles vont encore moins consommer qu'elles ne consomment déjà, parce qu'elles ont déjà subi les politiques d'austérité qui pèsent effectivement sur l'économie. Donc oui, nous sommes d'accord. Il faut que la véritable clarification ait lieu et qu'on décide quelle politique économique on mène. Nous avons un programme et des propositions qui sont bonnes pour les entreprises, parce que nous proposons de la stabilité, parce que nous proposons une vision et une stratégie de relance par la bifurcation écologique et sociale. Donc il faut avoir ces débats sur les visions que l'on a et qu'est-ce qu'on propose à des entreprises comme la vôtre, comme les TPE, les PME qui souffrent. Madame la députée, vous êtes un peu bavarde. On me pose une question et j'essaie d'expliquer de quoi il s'agit. Moi, je pense surtout qu'il ne faut pas attiser la haine. Il faut pas attiser. On voit que dans toutes les manifestations, que ce soit pour les gilets jaunes, que ce soit pour plein de choses, ça a détruit le commerce. Pendant des mois, il y avait tous les samedis, tous les dimanches. Il se trouve que moi, je suis dans le monde de la sécurité, donc on a été amené à protéger certains sites à cause des manifestations et à cause de tout ce qu'il y a derrière. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Je comprends votre position, mais on sait bien que autour de ces manifestations, malheureusement, il y a des black blocs, il y a plein de choses qui peuvent entraîner des choses absolument catastrophiques. Si vous vous baladez dans les grandes artères à Paris, le nombre de magasins qui sont fermés, c'est épouvantable. Mais notamment pour ça. Excusez-moi, donc appeler encore au blocage le 10 septembre, c'est irresponsable. Oui, moi je pense que c'est irresponsable. Excusez-moi, mais d'abord à Paris, c'est pas qu'à Paris. Quand vous allez dans le reste du pays, dans les centres-villes, les magasins qui sont fermés, les devantures qui sont fermées, il y en a plein, notamment à cause de la situation économique. Donc c'est pas les mobilisations. Et bien sûr que nous sommes favorables à se faire en sorte que le droit de manifester, la liberté d'expression puisse s'exprimer dans les meilleures conditions possibles. Oui. Mais le blocage de l'économie, quand on est aujourd'hui dans un pays qui est proche de la faillite, parce que je suis désolé, mais si je gérais mon entreprise comme l'État gère la France, je ne serais plus là et je serais au chômage. J'aurais même pas de chômage parce que les entrepreneurs n'ont pas le droit au chômage. Est-ce que le programme de la France Insoumise, ce qu'elle vous a dit, Madame Obono, Madame la députée, ça vous rassure, le programme de LFI ou pas? LFI n'est pas qualifié comme une organisation très pro-business. On a tort de ne pas la qualifier comme telle, mais ne parlons pas de LFI.
des actes. Si ce n'est pas le cas LFI, soit, mais vous savez, nous avons porté un programme économique avec le nouveau Front populaire qui a été soutenu par plusieurs économistes de renom. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui a été juste fait dans la tête des uns et des autres. Mais nous avons posé des propositions très concrètes. Et encore une fois, je vous le rappelle, il y a un an, quand nous avons mené ce débat parlementaire, il y a des propositions qui ont trouvé des majorités. Mais dans vos propositions, il y a la suppression des aides aux entreprises. Non, pas du tout. Si. Vous avez sorti ça d'où Où est-ce que vous sortez ça? Dans nos propositions, dans les entreprises, nous proposons qu'il y ait plus d'équité entre les entreprises, entre les très 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 grandes qui ne paient quasiment pas d'impôts et les toutes petites, effectivement, qui croulent sous un grand nombre d'impôts. Et nous proposons une meilleure équité. Nous proposons une caisse de péréquation. Parce qu'un des problèmes des petites entreprises, c'est la question de la trésorerie. Nous proposons tout ça. Je vous invite vraiment à réviser les propositions programmatiques parce qu'elles sont bien meilleures, en fait, pour une relance de l'économie dans le sens de la bifurcation écologique et sociale que tout ce qu'a fait M. Macron et ses différents gouvernements. Ce qui est incroyable, c'est que ce soit François Bayrou ou le président de la République qui parle aujourd'hui de combat noble de François Bayrou, vous êtes dans le déni dans l'équipe présidentielle autour du chef de l'État à ne pas voir l'instabilité que vous avez créée depuis un an, depuis la dissolution, et là maintenant avec encore le vote de confiance? Moi, je suis parlementaire, j'appartiens au parti Renaissance, j'ai subi la dissolution comme tout le monde, comme tous mes collègues. J'assume, je suis droite dans mes bottes et je soutiens un parti qui, en effet, travaille sur le fond un projet pour la France. Alors chacun peut trouver son projet. Évidemment, moi je trouve que mon projet est excellent. Nous allons encore l'enrichir dans les mois qui viennent, notamment sur des sujets comme la santé et comme l'éducation, comme les nouvelles réalités sociales qui sont fort nombreuses. Je crois qu'il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, nous essayons de faire tourner le pays. Je suis médecin. On a un peu l'impression aujourd'hui qu'on fait tourner le pays avec des médicaments qui étaient utilisés en après-guerre ou peut-être dans les années 80. Ça marche pas très bien. Donc là, il va quand même falloir se poser sacrément de bonnes questions pour pouvoir répondre aux questions. Je ne suis pas dans le déni du tout. Je suis au contraire dans le grand réalisme sur la situation de notre pays et sur le besoin de répondre aux besoins, aux attentes. Le réalisme, au-delà des forces politiques que vous pouvez juger irresponsables dans l'opposition, c'est que les Français eux-mêmes, en fait, veulent plus de 7 sur 10 le départ d'Emmanuel Macron dans tous les électorats, même l'électorat, les Républicains à droite. Il n'y a vraiment que ceux qui soutiennent Emmanuel Macron qui n'y sont pas favorables. Et au-delà, ils veulent même une majorité d'électeurs, la dissolution et la démission du président. Je ne crois pas. Ça dit quoi sur notre pays aujourd'hui? Je ne crois pas qu'une seconde que les Français puissent ne pas respecter le texte et l'esprit et la lettre de la Constitution. Le président de la République a été élu pour 5 ans pour un mandat qui se termine en 2027. Donc je peux déjà rassurer ces 7 Français sur 10 et leur dire que s'ils ne souhaitent pas que Emmanuel Macron reste président de la République, il ne le sera plus à partir de 2027. Et qu'aujourd'hui, il est grand temps, je crois que nous sommes un certain nombre à le faire, à travailler sur un projet qui puisse permettre au pays d'avancer, de maintenir sa place. Nous avons, je voudrais souligner, des talents dans ce pays, des initiatives portées par des entreprises, portées par des académiques, portées par des enseignants. Je pense à l'école qui va reprendre dans quelques jours. Et il s'agit pour nous de mettre en avant ces talents et leur permettre, leur donner les moyens de s'exprimer et de faire avancer le pays. Et c'est ça à quoi nous travaillons. Merci.